Le programme que vous allez voir est librement utilisable en classe. Toutes les infos sur éducation.france5.fr. Bonjour, nous abordons aujourd'hui le 4e cours de cette série. Dans le premier, nous avons en quelque sorte planté le décor, en nous intéressant aux échelles de distance dans l'univers. Dans le second, nous avons déterminé des méthodes physiques qui nous ont permis d'aborder les propriétés des étoiles et de notre étoile, le Soleil. Dans le troisième, nous avons utilisé des méthodes d'observation à distance et d'exploration locale pour déterminer les propriétés des objets du système solaire. Et précisément, tout cet ensemble d'outils nous permet aujourd'hui de tenter de reconstituer un scénario physiquement plausible relatif à la formation et à l'évolution du système solaire. Pendant fort longtemps, les cosmogonies qui s'intéressent à la formation de la Terre et des planètes ont été développées par les religions et par les philosophies. Ce n'est guère qu'à partir du XVIIIe siècle que des théories scientifiques ont commencé à être élaborées. La théorie de la nébuleuse primitive de Kant et de Laplace, dans laquelle un disque en rotation laisse progressivement s'échapper la matière planétaire. Ou encore la théorie catastrophiste de Buffon, dans laquelle les planètes se forment à partir du matériau qui est éjecté du Soleil lors d'impacts cométaires. C'est précisément ce que nous allons développer dans ce cours. Nous nous intéresserons premièrement à des faits d'observation dans le système solaire. Puis, dans une deuxième partie, nous nous intéresserons à des faits d'observation dans notre galaxie. Dans une troisième partie, nous développerons donc le modèle classique actuellement de formation du système solaire. Dans une quatrième partie, commençant à voir l'évolution de ce système solaire, nous étudierons le rôle des collisions. Dans la cinquième partie, nous étudierons le rôle de la température interne des planètes. Et enfin, dans la sixième et dernière partie, nous étudierons la formation des atmosphères planétaires. Comme nous l'avons vu dans le précédent cours, les planètes gravitent autour du Soleil dans des plans qui sont très voisins et qui sont eux-mêmes voisins du plan orbital de la Terre, l'écliptique. Elles tournent toutes dans le même sens sur leurs orbites. En toute rigueur, je devrais dire que ceci est vrai pour les planètes telluriques et pour les planètes géantes. Des corps beaucoup moins massifs comme Pluton, comme les astéroïdes et a fortiori comme les comètes sont susceptibles d'avoir des orbites très inclinées par rapport au plan de l'écliptique. Le fait est que les planètes telluriques et les planètes géantes ont très bien pu se former à partir d'un disque qu'on peut appeler protoplanétaire en rotation avec le Soleil à son centre. Toutefois, cette théorie du disque protoplanétaire présente un problème au niveau de la valeur du moment cinétique dans le système solaire. Et je vais devoir, à ce niveau, faire une petite digression sur quelques rappels sur le moment cinétique. Alors parlons tout d'abord du moment cinétique de rotation. Moment cinétique de rotation autour d'un axe. Le moment cinétique de rotation autour d'un axe est un vecteur et ce vecteur est le produit du moment d'inertie par la vitesse angulaire. Alors dans le cas d'une sphère homogène,
Et on peut, en première approximation, considérer que le Soleil ou les planètes sont des sphères homogènes. Dans le cas d'une sphère homogène de masse m, de rayon r, de période de p, le moment cinétique de rotation est égal à 2/5 de mr2, c'est le terme moment d'inertie, que multiplie 2π sur p, le terme vitesse angulaire. Ici, la sphère homogène en rotation. Maintenant, moment cinétique de révolution. Moment cinétique de révolution d'un corps de masse m autour d'un centre qui se trouve à une distance petit a. Eh bien, le moment cinétique de révolution, c'est aussi un vecteur, m', dont le module est égal à m à 2, que multiplie toujours 2π sur p, p étant, p', mettons, étant cette fois-ci la période de révolution. Et troisième théorème à rappeler, le moment cinétique d'un système est égal à la somme des moments des éléments de ce système. Eh bien, on peut faire maintenant l'application pour le système solaire. Et je vous laisse vous intéresser aux ordres de grandeur du moment cinétique de rotation, d'une part, et du moment cinétique de révolution, d'autre part. Vous voyez, si vous avez toutes les valeurs numériques précédentes sous les yeux, que le calcul pourrait être très long, mais que l'on peut faire des simplifications. Vu les ordres de grandeur, le moment cinétique de rotation provient essentiellement du Soleil dont la masse est considérable. Et le moment cinétique de révolution, eh bien, il va provenir essentiellement des planètes géantes, et pour tout dire, de Jupiter et de Saturne, qui sont très massives et qui sont déjà à une distance élevée du Soleil. Eh bien, avec cette simplification, vous pouvez certainement faire le calcul. Pour le moment cinétique de rotation, environ, ce sont des ordres de grandeur, 10 puissance 42 kg mètres carrés par seconde. Et pour le moment cinétique de révolution, environ 3, 10 puissance 43, donc 30 fois plus, toujours kilogramme, mètre carré, seconde moins 1. Et là, eh bien voilà, nous avons un problème, parce que les planètes qui ne représentent que 1% de la masse totale du système solaire, et qui donc devraient n'avoir qu'une petite partie du moment cinétique du Soleil, se trouve à représenter 97% du moment cinétique total. Pour résoudre ce paradoxe du moment cinétique, une théorie catastrophiste avait été proposée, théorie par laquelle les planètes auraient pu résulter de l'impact sur le Soleil de comètes. Évidemment, cette théorie n'est plus acceptable aujourd'hui. On sait que les comètes, même si elles présentent des panaches lumineux très spectaculaires, ne sont que des tout petits objets, des noyaux d'une dizaine de kilomètres et d'une densité certainement inférieure à 1. Il a pu aussi être proposé que la formation des planètes avait été induite par des effets de marée sur le Soleil, effets de marée produits par des étoiles relativement proches. Mais en tout état de cause, les découvertes de la seconde moitié du XXe siècle permettent de clarifier les idées. Tout d'abord, toutes les planètes et le système solaire dans son ensemble se sont certainement formés à la même époque. C'est ce que nous apprend la datation isotopique. Et puis le problème du transfert de moments cinétiques peut-être s'expliquer par le vent solaire. Et mieux encore, ce que nous observons aujourd'hui dans la galaxie, au niveau d'étoiles jeunes,
au niveau de systèmes planétaires, nous renseigne vraiment sur ce qui a pu se passer. Abordons donc le problème de la datation isotopique et je vais à ce niveau faire quelques rappels sur les techniques de datation. Soit donc une espèce des atomes radioactifs, N, le nombre d'atomes radioactifs d'une certaine espèce. Et R sera le nombre d'atomes formés par radioactivité à partir de cette espèce. Taux est la demi-durée de vie de l'espèce considérée et T sera le temps. Eh bien, la décroissance radioactive se traduit par ce graphe et je vais rapidement vous rappeler comment on peut le trouver. À l'instant T, le nombre d'atomes d'une certaine espèce est égal à N0, le nombre d'atomes qui existaient lorsque la roche qui contient cette espèce s'est solidifiée, moins R, le nombre d'atomes qui proviennent de la décroissance radioactive naturelle de cette roche. Et cette décroissance peut s'écrire sous la forme d de N de T sur dt égale moins K N de T. Alors quand j'intègre cette équation en regroupant les N et les dt, ça nous donne immédiatement N de T égale une exponentielle, cette exponentielle décroissante, exponentielle moins kt, que multiplie une certaine constante, qui est précisément le nombre d'atomes radioactifs à l'instant t égale 0. Et la demi-durée de vie, n de taux, peut être calculée. N de taux, par définition, c'est égal à N0 sur 2. C'est ce que l'on voit ici. Et si j'applique la formule que nous venons d'établir, c'est encore égal à N0 exponentielle de moins K, non plus T, moins Kto. Alors à ce moment-là, en simplifiant par N0, vous pouvez le calculer par vous-même très rapidement. Nous obtenons K taux égale log de 2. Pour fixer des ordres de grandeur, des types d'atomes radioactifs qui vont pouvoir être utilisés pour faire des datations de très longue durée à l'échelle du système solaire, eh bien, il y a par exemple l'uranium 238 qui va donner du plomb 206 avec une demi-durée de vie de l'ordre de 4,5 10 puissance 9 années. Et puis, il y a aussi, parce qu'il y a plusieurs isotopes de l'uranium, ça va compliquer un petit peu les choses, mais l'uranium 235 qui va donner du plomb 207 avec une durée de vie de 0,7 10 puissance 9 ans. Le fait est que cette technique va pouvoir être utilisée pour connaître l'âge de la roche. Si maintenant T représente l'instant actuel, eh bien, quelle est la valeur de petit t? À partir des équations établies précédemment, valeur de n de t et valeur du Kto, je vous laisse le déterminer. Vous avez sans doute trouvé que t égale taux sur log de 2 que multiplie log de 1 plus r sur n de t. Et que signifie cette expression? À partir du moment où nous nous intéressons à une espèce dont la demi-durée de vie est connue, dont nous pouvons mesurer le nombre, ou plutôt la concentration, en atomes radioactifs aujourd'hui.
Et aussi, nous pouvons mesurer, toujours à l'instant T, la concentration en atomes qui ont été formés par radioactivité naturelle. Eh bien, vous voyez que nous pouvons déterminer, avoir un ordre de grandeur du temps qui s'est écoulé. C'est cette technique qui a été utilisée pour dater des roches terrestres et établir que les roches terrestres les plus anciennes ont probablement plus de 3,8 milliards d'années. Cette technique a été aussi utilisée pour dater les échantillons lunaires et on a trouvé que les roches lunaires ont environ 4,2 milliards d'années. On a pu aussi dater les météorites tombés sur Terre. À l'exception de quelques rares météorites d'origine martienne ou lunaire, la plupart des météorites, qu'il s'agisse de chondrites ou de sidérites, sont des fragments de noyaux cométaires ou plus fréquemment d'astéroïdes, et ces fragments ont environ 4,5 milliards d'années. Alors profitons-en pour regarder quelques instants une sidérite, une météorite très dense qui est en fait constituée d'un alliage de fer et de nickel. Nous voyons sa couleur un peu brunâtre qui témoigne précisément d'oxyde de fer et nous voyons à sa surface une croûte de fusion qui correspond à l'ablation par l'atmosphère terrestre lors de sa traversée très rapide. Une coupe de cet objet, une coupe ensuite avec une attaque avec des acides, met en évidence un fin réseau, ce qu'on appelle une figure de Widmanstätter, qui en fait témoigne d'un refroidissement très lent. En fait, cet objet, ce qu'on peut rencontrer de plus ancien sur Terre, a, comme je disais tout à l'heure, 4,5 milliards d'années et s'est formé par le refroidissement très lent de la région centrale d'un astéroïde qui ensuite s'est brisé et dont les fragments, beaucoup plus tard, sont arrivés sur Terre. Donc nous pouvons maintenant commencer à établir un début de chronologie. Nous l'avions vu dans le premier cours, l'univers a débuté avec ce qu'on appelle le Big Bang, qui s'est, aux estimations actuelles, produit il y a environ 14 milliards d'années. Gardons en mémoire un âge de l'univers de l'ordre de 15 milliards d'années. Et le Soleil et les planètes, on le pense à partir de toutes ces datations isotopiques, s'est condensé il y a environ 4,6 milliards d'années. Au-delà des méthodes de datation, toute cette exploration du système solaire nous apprend beaucoup de choses sur ce qui a pu se passer à ses origines. Alors, en particulier, les études de composition d'objets du système solaire. Les planètes géantes, nous l'avons vu, sont essentiellement constituées d'hydrogène et d'hélium avec une composition comparable à celle du Soleil. Les planètes telluriques, qui se sont condensées près du Soleil, sont enrichies en matériaux réfractaires. Les comètes, eh bien, les comètes maintenant vont nous renseigner à propos du rapport du deutérium à l'hydrogène, deutérium qui fait partie de ces éléments qui, comme l'hydrogène et l'hélium, se sont formés par nucléosynthèse primordiale lors du Big Bang. Or, il se trouve que l'on connaît bien aujourd'hui le rapport deutérium-hydrogène dans la glace d'eau, en particulier grâce au survol de Halley et grâce aux observations de la comète Hyakutake ou de la comète Halley-Bopp ces dernières années. Eh bien, le rapport D sur H dans la glace cométaire présente un enrichissement d'un rapport 10 par rapport au milieu interstellaire ou un enrichissement d'un rapport 5 par rapport à la Terre. La valeur terrestre est bien connue, D sur H dans les océans terrestres est de l'ordre de 1,6 10 puissance moins 4. Et de ça, on peut déduire que l'eau que l'on observe aujourd'hui dans les comètes, en fait, s'est formée dans un nuage interstellaire froid et dense, un milieu unique dans lequel il peut y avoir des réactions entre molécules et ions qui permettent un enrichissement de l'eau en deutérium. Donc, on pense à ces nuages interstellaires comme pôles dans lesquels a pu se former le système solaire. Et puis, ça nous indique aussi que très probablement une partie de l'eau terrestre a pu arriver sur notre planète par des impacts cométaires.
Trois faits d'observation relativement récents dans notre galaxie contribuent à une meilleure compréhension des origines du système solaire. Premièrement, l'observation de nuages interstellaires. Ce sont ces nuages froids et denses qui sont constitués de molécules gazeuses et de très petites particules solides. Les éléments de ces molécules et de ces particules solides se sont d'ailleurs formés par nucléosynthèse dans des étoiles. Eh bien, dans ces nuages interstellaires, on a pu apercevoir la présence de disques protoplanétaires autour d'étoiles extrêmement jeunes. De façon encore plus précise, en regardant certains de ces disques, on a pu apercevoir perpendiculairement à eux une éjection dipolaire de matière. Et ceci suggère que, aux origines des étoiles, aux origines du système solaire, il y avait une éjection extrêmement intense de matière, bien plus intense que ce que l'on voit aujourd'hui dans le vent solaire. Et cette éjection aurait pu contribuer au transfert du moment cinétique du Soleil vers les planètes. Deuxièmement, l'observation dans l'infrarouge d'une étoile relativement proche, avec un disque vu par la tranche autour de cette étoile. Il s'agit de l'étoile Beta Pictoris dans la constellation Australe du Peintre. Eh bien, sur une image en fausse couleur, on peut apercevoir une région centrale moins dense. À l'échelle de l'image, cette région centrale, ça correspond à peu près aux limites des planètes dans notre système solaire. Et dans cette région centrale moins dense, il pourrait précisément y avoir des planètes. D'autant plus qu'un agrandissement met en évidence une sorte de gauchissement, de déformation de ce disque, gauchissement qui pourrait provenir de l'attraction gravitationnelle d'une planète. Et je pourrais ajouter que des observations dans l'ultraviolet, toujours de Beta Pictoris, suggèrent la présence de corps de type cométaire qui tombent vers l'étoile. Troisième point, depuis 1995, des exoplanètes, des planètes extérieures à notre système solaire, ont vraiment commencé à être mises en évidence. Eh bien, nous allons plus directement nous intéresser aux caractéristiques de la première découverte de ces exoplanètes. Il s'agit d'une planète suspectée autour d'une étoile qui s'appelle 51 Pégasi, donc dans la constellation de Pégase. Cette étoile est à environ 45 années-lumière de nous et sa magnitude est de l'ordre de 6,18. Eh bien, on va faire quelques petits rappels d'astrophysique du second cours. Vous vous rappelez peut-être que la magnitude absolue d'une étoile, ce concept qui permet de comparer les étoiles, la magnitude absolue d'une étoile est égale à sa magnitude observée, plus 5, moins 5 logarithme de sa distance, où la distance est donnée en parsec, avec un parsec de l'ordre de 3,2 années-lumière. Eh bien, je vous laisse faire l'application numérique et calculer la magnitude absolue de cette étoile. La magnitude absolue de cette étoile est égale à 5,5. Une magnitude absolue comparable à celle de notre Soleil. Et on peut admettre en première approximation que cette étoile a des propriétés comparables, au niveau de la masse essentiellement, à celles de notre Soleil. Eh bien, en observant cette étoile, des variations périodiques de sa vitesse ont été mises en évidence par effet Doppler-Fizeau. Et ces variations périodiques suggèrent la présence d'une planète très massive et la mesure donne une période très courte de 4,2 jours. Évidemment, si nous admettons que cette étoile est comparable au Soleil, nous pouvons écrire la troisième loi de Kepler immédiatement sous la forme A3 égale P2, avec A en unité astronomique et P en années. Eh bien, là encore,
Je vous laisse faire l'application numérique qui va nous permettre de connaître la distance de la planète à l'étoile. Avec les données du problème, vous trouvez certainement A de l'ordre de 0,05 unités astronomiques. Il s'agit donc d'une planète qui est extrêmement proche de son étoile. Une planète massive, très proche de son étoile, ce qui a valu l'appellation, ce type de planète, de Jupiter chaud. Alors aujourd'hui, où en sommes-nous ? Eh bien, il y a une centaine d'exoplanètes dont la présence a été suspectée autour d'étoiles. Essentiellement, grâce à cette technique des variations de vitesse, des planètes assez massives et fort proches de leur étoile. Mais la méthode est d'autant plus sûre que dans certains cas, on a pu détecter une même planète, à la fois par la méthode des variations de vitesse et par une méthode de transit. Qui plus est, on a pu constater que certaines étoiles abritaient plusieurs planètes massives. Et évidemment, on peut imaginer aussi également des planètes telluriques. On a pu constater qu'une étoile, par exemple, abritait 2 planètes massives, au moins, et qui étaient quand même assez éloignées de l'étoile centrale à environ 1 ou 2 unités astronomiques. Donc, à partir de tous ces éléments, on peut vraiment se dire des planètes, ça existe autour de beaucoup d'étoiles dans la galaxie. Des comètes aussi, ça existe autour de beaucoup d'étoiles dans la galaxie. Des disques protoplanétaires, ça existe. Et tous ces éléments nous permettent vraiment de constituer un scénario réaliste sur la formation du système solaire. Tout a donc pu commencer avec le Big Bang, avec la nucléosynthèse d'éléments très légers. L'hydrogène, l'hélium et aussi le deutérium. Ces éléments qui constituent l'essentiel de la matière dans l'univers. Plus tard, des étoiles se sont formées, des galaxies se sont formées. Et dans ces étoiles, des éléments plus lourds ont été synthétisés. Et à la fin de l'évolution de ces étoiles, dans leur phase finale, elles ont éjecté ces éléments plus lourds, soit par des nébuleuses planétaires, soit de façon encore plus violente par des supernovas. Tous ces éléments se sont progressivement dispersés dans de gigantesques nuages. Et progressivement, dans ces nuages, se sont formées des molécules à partir de ces éléments et aussi des petits grains de matière solide. Il y a 4,6 milliards d'années, il y a eu un début de compression dans un tel nuage. Alors, est-ce que cette compression s'est produite à la suite de la traversée d'un bras de notre galaxie, qui présente des bras spiraux? Est-ce que cette compression s'est produite par l'explosion d'une supernova? Et on a en effet constaté qu'il y a dans des météorites très primitives, comme la chondrite carbonée Allende, des traces d'anomalies isotopiques. Le fait est que des condensations de matière sont apparues. Dans l'une au moins de ces condensations, la masse était suffisamment élevée, la taille était suffisamment petite pour que puisse se produire un effondrement gravitationnel. Alors pendant des millions d'années, cette condensation, qui a pris progressivement la forme d'un disque en rotation, est devenue de plus en plus dense, cependant qu'il y avait une éjection bipolaire de matière. Dans la région centrale, donc, la pression augmentait, la densité croissait, et bientôt, la température est devenue colossale. À partir du moment où la température avait atteint les 10 millions de Kelvin, des réactions nucléaires pouvaient s'amorcer. Le cycle hydrogène-hélium dont nous avons parlé dans le second cours. Et l'étoile Soleil était formée, qui allait pouvoir rester active pendant 10 milliards d'années. Dans le disque protoplanétaire, il y avait certainement des instabilités locales. Des instabilités locales qui ont permis des collisions entre les grains de matière interstellaire présents. Collision et puis agglomération de la matière qui constituait le disque.
Alors progressivement, se sont formés de minuscules planétoïdes, pourrait-on dire, constitués de matériaux réfractaires, relativement près du Soleil, de silicates et d'oxydes métalliques un peu plus loin, et puis encore de glace et de molécules organiques complexes encore plus loin, disons à des distances du Soleil dépassant les 7 unités astronomiques. C'est ainsi, probablement, qu'ont pu progressivement se former les planètes. Et puis aussi les noyaux cométaires. Les noyaux qui s'étaient formés très loin du Soleil, les petits noyaux formés très loin du Soleil, au-delà de 30 unités astronomiques, jusqu'à une centaine d'unités astronomiques, parce qu'au-delà il n'y avait pas assez de matière, eh bien, sont restés dans ce qui constitue, comme on l'a vu dans le dernier cours, la ceinture de Kuiper. Les noyaux qui s'étaient formés un peu plus près, disons entre 7 unités astronomiques et 30 unités astronomiques, ont vu leurs orbites immédiatement perturbées par les planètes géantes très massives. Alors les planètes géantes, on ne sait pas exactement quelle est la chronologie de la formation. Peut-être ça a été la même formation que pour les planètes telluriques, peut-être qu'il y a eu des pôles secondaires de condensation. Le fait est qu'elles ont immédiatement induit d'intenses perturbations gravitationnelles, des perturbations gravitationnelles qui, à leur tour, ont amené d'immenses collisions dans le système solaire. Des bombardements cataclysmiques se sont donc produits pendant environ 600 millions d'années en raison des perturbations gravitationnelles subies par les petites planètes au voisinage des planètes géantes. C'est pendant cette phase que la Lune s'est condensée, probablement à la suite d'un impact géant subi par la Terre, impact par une planète qui avait peut-être une taille comparable à celle de Mars. Il ne s'agit que d'une hypothèse, évidemment, mais cette hypothèse est en accord avec les simulations numériques et aussi avec les observations. En effet, on constate que les deux astres ont des densités fort différentes, 5,5 pour la Terre, un peu plus de 3 pour la Lune, mais des abondances isotopiques identiques, ce qui peut donner à penser que la Lune s'est formée à partir de la croûte et du manteau supérieur de la Terre. L'étude des échantillons lunaires, en particulier rapportés par les missions Apollo, nous montre que la Lune a subi à son tour de multiples impacts, des impacts qu'il a été possible de dater en laboratoire. Et c'est ainsi que l'on peut déterminer le taux de cratérisation, l'évolution du taux de cratérisation dans le système solaire. Il est présenté ici, donc le taux de cratérisation en fonction du temps. Ici, formation du système solaire. Nous voyons un taux de cratérisation très fort à l'origine. En fait, on le cerne essentiellement à partir de la formation de la Lune. Et un taux de cratérisation qui se stabilise, qui est donc stable depuis environ 3,5 milliards d'années. Lorsque nous regardons la Lune, nous voyons à sa surface de vastes zones sombres, ce qu'on appelle parfois les mers lunaires. En fait, une analyse minéralogique, telle que nous la révèle une image en fausse couleur, indique que ces régions sont essentiellement constituées de laves. Des laves qui sont remontées du manteau fluide de la Lune alors qu'elle était encore jeune et qui se sont répandues sur la surface et qui ont été induites par des impacts très violents. En effet, l'analyse gravimétrique de ces régions révèle la présence sous la surface de très fortes condensations de masse. Eh bien, il y a de multiples impacts sur la Lune, il y a aussi de multiples impacts sur une planète comme Mercure, qui n'a guère évolué depuis sa formation. On constate aussi la présence d'un très grand nombre de cratères, encore bien visibles, peu effacés par l'érosion, sur une planète comme Mars, dont l'atmosphère est très ténue, et aussi sur tous les satellites qui sont dépourvus d'atmosphère. Si on s'intéresse à ces cratères d'impact, c'est essentiellement parce que leur taille et leur forme renseignent sur l'énergie dégagée, renseignent sur l'objet qui a produit l'impact.
d'une façon approximative, on peut admettre que la taille d'un cratère d'impact est environ 10 fois supérieure à celle de l'objet qui impacte. Voyons ce qui se passe lors d'un impact avec un corps extraterrestre. La vitesse va être extrêmement élevée, de l'ordre de la dizaine de kilomètres par seconde. Lorsque l'objet qui impacte arrive sur la surface de la planète ou du satellite, eh bien évidemment, une onde de choc apparaît et de multiples débris sont projetés partout dans l'atmosphère, portés à très haute température. En fait, une boule de plasma va se produire. Et précisément, après l'impact, eh bien, ce qu'on va voir, c'est la forme de ce cratère produit par l'énorme boule de plasma. Alors, lorsque les impacts sont très énergétiques, d'ailleurs, on rencontre parfois la présence d'un piton central, remonté ici, et même de cratères concentriques. L'étude des impacts sur les objets du système solaire nous renseigne sur la nature de leur sol et aussi sur la nature, sur la structure des objets qui ont impacté. Lorsque nous regardons Europe, le satellite de Jupiter, nous voyons des impacts qui sont totalement typiques d'une surface de glace. Lorsque nous regardons Ganymède, un autre satellite de Jupiter, nous pouvons voir un alignement d'impacts qui témoigne de fragments cométaires ou astéroïdaux, en tout cas de fragments d'un objet de structure très fragile qui a pu se fragmenter. À propos des astéroïdes, je pense qu'il faut rappeler qu'ils ont été totalement remodelés par des collisions multiples. Un très bon exemple est fourni par l'astéroïde Eros, sur laquelle une sonde a pu faire un atterrissage contrôlé. On a pu ainsi voir, à toutes les échelles de l'orbite autour d'Eros jusqu'à l'atterrissage, des cratères de toutes les dimensions. On a pu aussi voir très bien la structure du régolithe, produit précisément par érosion continue avec des impacts successifs. Si la plupart des astéroïdes que l'on observe sont constitués de roches, il y a aussi des astéroïdes qui sont constitués de métaux. On le sait grâce aux météorites métalliques, les sidérites. On le sait aussi à partir de l'analyse spectroscopique, spectroscopie en absorption, de ces astéroïdes. Eh bien, s'il y a des astéroïdes constitués de métaux, c'est parce qu'ils proviennent d'une planète, d'une petite planète, qui était peut-être suffisamment chaude pour qu'intervienne de la différenciation. Ce qui va nous amener à parler de la température interne des planètes. La température des planètes dépend évidemment de leur distance au Soleil, mais elle dépend aussi de divers processus de chauffage, comme le bombardement météoritique, la contraction gravitationnelle, la radioactivité naturelle ou encore des effets de marée. Les bombardements convertissent l'énergie cinétique d'impact en chaleur. Ils étaient beaucoup plus importants à l'origine du système solaire, comme nous venons de le voir. La contraction gravitationnelle correspond à une diminution de l'énergie potentielle avec augmentation de la température. Elle joue sans doute encore aujourd'hui un rôle au niveau des planètes géantes. La radioactivité naturelle, qui permet la datation des roches, se traduit par une émission de particules qui sont immédiatement absorbées par le milieu environnant, avec transformation de l'énergie en chaleur. Enfin, la déformation par effet de marée s'accompagne d'un échauffement. Cet effet de marée est assez remarquable au niveau des satellites galiléens, qui ont tous les quatre des masses comparables, mais qui sont à des distances à Jupiter différentes, avec un facteur 5 environ entre Io, le plus proche, et Callisto, le plus éloigné. Les effets de marée sont inversement proportionnels au cube de la distance. Ils sont donc intenses pour Io, qui est couverte de volcans en perpétuelle évolution. Ils sont plus faibles pour Europe, qui abrite tout de même un océan d'eau liquide. Ils sont pratiquement négligeables pour Ganymède, et ils sont totalement négligeables pour Callisto. Eh bien, quand une planète est suffisamment chaude et donc fluide, ses roches fondent et les éléments les plus lourds
tombe vers la région centrale. Ce mécanisme de différenciation induit la formation de 3 zones concentriques: noyau central de fer et de nickel, manteau plastique et croûte solide en surface. Et évidemment, cela nous le savons grâce aux études de la structure interne de la Terre et aussi grâce à l'observation des météorites. Des météorites, comme on l'a vu, qui peuvent être des alliages de fer ou de nickel ou encore des mélanges hétérogènes de silicates et de métal. Un mécanisme de différenciation est intervenu sur toutes les planètes et aussi, très probablement, sur les plus massifs des satellites ou des astéroïdes. À l'opposé, certains corps trop petits n'ont connu aucune différenciation. Et ça, nous le savons grâce à l'observation de certaines météorites appelées chondrites, qui sont des météorites absolument non différenciées. Donc, pour revenir aux planètes, tant que le manteau est resté fluide, il y a eu en surface des épisodes de volcanisme qui ont conduit à une évolution très marquée. Un autre facteur essentiel pour l'évolution des surfaces planétaires est lié à l'existence d'une atmosphère. Les atmosphères, nous l'avons vu dans le cours précédent, ont une probabilité d'existence d'autant plus forte que les planètes sont massives et éloignées du Soleil. Les planètes géantes ont ainsi toujours conservé leur atmosphère primitive d'hydrogène et d'hélium, ces gaz légers qui sont d'ailleurs les constituants majoritaires de l'univers et de la nébuleuse primitive. En revanche, les atmosphères de Mercure, de Vénus, de la Terre et de Mars ont très rapidement évolué. Ces planètes telluriques sont relativement petites et proches du Soleil. Donc les gaz les plus légers, l'hydrogène, l'hélium, se sont rapidement échappés, l'attraction gravitationnelle de la planète, des planètes étant trop faible pour les retenir. En même temps, une croûte superficielle s'est formée, un volcanisme intense s'est manifesté avec dégazage de dioxyde de carbone, d'eau, d'azote, de composés soufrés. Et puis, en même temps, il y a eu tous ces bombardements intenses typiques de l'origine du système solaire, ces bombardements qui ont pu induire la disparition du manteau superficiel de Mercure ou la formation de la Lune. Et ces bombardements, ces impacts, ont certainement contribué à l'apport d'eau dans les atmosphères des planètes telluriques. Ça, on le sait par comparaison du rapport deutérium sur hydrogène, ce qu'on appelle le rapport D sur H, dans l'eau des océans terrestres et des comètes. Eh bien, l'atmosphère qu'on peut qualifier de primitive secondaire, très riche en CO2, en vapeur d'eau, en azote, s'est rapidement échappée de Mercure, la plus petite, la plus chaude des planètes telluriques. Elle a aussi contribué, par effet de serre, à élever la température des 3 autres planètes. Les planètes, qu'elles soient telluriques ou autres d'ailleurs, sont en équilibre thermodynamique. Et à ce niveau, on peut utiliser une formule qu'on avait déjà utilisée antérieurement, à savoir la loi de Wien. La loi de Wien, je vous le rappelle, nous dit que le produit de la température par la longueur d'onde maximale dans le spectre, lambda m, est une constante. Cette constante en SI est égale à 2,9 10 puissance moins 3. Eh bien, pour le Soleil, je vous le rappelle, nous avons une température de l'ordre de 5800 Kelvin, et ça veut dire que le maximum du spectre d'émission du Soleil se trouve dans le visible. Pour les planètes, au contraire, nous allons avoir une température qui sera entre 500 Kelvin et 50 Kelvin environ. Eh bien, je vous laisse faire l'application numérique pour calculer donc la valeur de lambda m. Et vous avez trouvé des valeurs de quelques micromètres, quelques dizaines de micromètres, qui sont donc dans l'infrarouge. Or, précisément, le dioxyde de carbone
et l'eau présentent des bandes d'absorption dans l'infrarouge. Et c'est la raison pour laquelle il va y avoir une augmentation de température de ces planètes par effet de serre. Or, le rayonnement du jeune Soleil était certainement plus faible que le rayonnement actuel. De sorte que, malgré cet effet de serre, de la vapeur d'eau a pu se condenser sur la Terre primitive. Des océans se sont très rapidement formés, océans qui ont d'ailleurs contribué au piégeage du dioxyde de carbone. Sur Vénus, à l'opposé, Vénus plus proche du Soleil, plus chaude, eh bien la condensation était plus difficile et l'effet de serre dans l'atmosphère s'est amplifié. Sur Mars, plus éloigné du Soleil, plus froide, il y a bien eu de l'eau qui a ruisselé, mais aujourd'hui, cette eau est réduite essentiellement à l'état de glace. Pour en revenir à la Terre, très vite, la vie est apparue. On ne sait ni pourquoi ni comment la vie est apparue. Peut-être est-ce grâce à la présence d'un environnement soufré, à celle d'argile, à des sources hydrothermales, ou encore aux matériaux organiques apportés sur Terre par des fragments cométaires. Nul ne sait encore. Le fait est que la vie a d'autant mieux évolué sur Terre que l'eau restait à l'état liquide et la vie pouvait évoluer en augmentant en complexité. La photosynthèse a débuté, elle a induit la production biologique d'oxygène dans l'atmosphère, une mince couche d'ozone s'est formée, couche protectrice pour les formes de vie que nous connaissons, et la croûte a continué à évoluer avec de la tectonique et aussi avec de l'érosion. Eh bien, toutes ces caractéristiques de notre planète, que ce soit sa magnétosphère, qui protège contre les particules énergétiques, que ce soit son manteau atmosphérique, qui freine les objets extraterrestres qui arrivent à proximité de la Terre, que ce soit son atmosphère, qui assure un bon équilibre thermique, toutes ces caractéristiques permettent donc à ces formes de vie que nous connaissons de se développer et de subsister, disons, harmonieusement. C'est cette spécificité, mais aussi cette fragilité de la Terre et de son atmosphère que nous allons plus spécialement analyser dans le tout prochain cours. Tout au long de cette série de cours d'astrophysique, vous avez commencé à vous familiariser avec divers concepts et diverses valeurs. Vous connaissez fort bien maintenant les notions de distance dans l'univers, l'unité astronomique, la distance moyenne de la Terre au Soleil, aussi l'année de lumière, la distance parcourue par la lumière en un an, ou encore le parsec. Vous avez eu l'occasion de voir, lors d'applications numériques, les valeurs de certaines grandes constantes, comme la vitesse de la lumière, bien sûr, ou la constante de gravitation, mais aussi la constante de Stéphane, la constante de Boltzmann, la constante de Rydberg, et nous avons fait souvent allusion, par exemple, à la masse du Soleil ou à la luminosité actuelle du Soleil. Mieux encore, vous avez compris comment des grandes lois de physique nous permettent d'appréhender les méthodes de l'astrophysique. Citons la gravitation universelle, qui nous amène à la loi de Newton, aux lois de Kepler, à l'expression de la vitesse de satellisation, de la vitesse de libération ou encore de la vitesse orbitale. Nous avons aussi, dans ce dernier cours, mentionné le moment d'inertie d'une planète. Nous avons également parlé de conservation de l'énergie et de thermodynamique avec la loi de Planck qui permet d'en déduire la loi de Wien ou encore la loi de Stéphane. Cette compréhension de la physique de l'univers nous permet d'en proposer une petite chronologie évidemment qui n'est qu'approximative. Vous le rappelez, il y a environ 15 milliards d'années, c'était probablement ce qu'on a appelé le Big Bang. Il y a 4,6 milliards d'années, la formation du système solaire. Et puis très vite, il y a 4,3 milliards d'années,
l'existence d'océans sur la planète Terre. Il y a 3,9 milliards d'années, la fin de l'époque de cratérisation intense, que ce soit sur la Terre ou sur les autres planètes. Et fort rapidement, après cette fin d'époque de cratérisation, il y a 3,8 milliards d'années, eh bien on sait qu'il y avait déjà des roches sur Terre. Il y a 3,6 milliards d'années, on sait qu'il y avait déjà de la vie sur Terre. Ce sont les plus anciennes traces de vie qui soient connues, révélées par la présence de fossiles. Il y a approximativement 5 millions d'années, c'étaient les premiers australopithèques sur la Terre. L'époque actuelle correspond évidemment au zéro, et on peut même se projeter dans un futur lointain en imaginant que puisque l'étoile Soleil a une durée de vie de l'ordre de 10 milliards d'années et qu'elle brille depuis environ 4,6 milliards d'années, eh bien, il lui reste encore 5,4 milliards d'années. La physique est évidemment une science prédictive. À une échelle plus modeste, l'étude de la Terre, que nous allons approfondir dans le dernier cours, nous permettra de réfléchir à l'évolution des climats et aussi à celle, plus généralement, de l'environnement terrestre. Et je vous dis à la semaine prochaine.